Patrimoine, le live. Nous sommes en direct sur tous vos réseaux sociaux pour répondre à vos questions en matière d'investissement, de placement. Et aujourd'hui, notre expert du jour, eh bien, c'est Benoît Lombard, le président du groupe La Place. Salut Benoît, comment ça va? Aujourd'hui, ça va très bien, je suis très content d'être ici, donc je suis en pleine forme. Eh ben, merci de nous accompagner pour répondre à des questions concrètes, à des questions pratiques qui nous concernent tous. Dans quoi investir à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans? Vous allez tout nous dire dans quelques instants. Et on va commencer, alors si vous êtes prêts, par une question alors de Tom. Tom qui nous indiquait donc il y a quelques jours qu'il était parvenu à mettre 28 000 euros sur ses différents livrets et alors il se demandait, il est quand même jeune, il a 32 ans, s'il devait laisser ce montant dormir sur ses livrets classiques ou s'il pouvait privilégier une stratégie un petit peu plus agressive. Tom, il ne le sait pas, mais Tom, il perd de l'argent déjà. Parce qu'avec une inflation, il commence mal, parce qu'avec une inflation qui est à 5-6, je ne sais, les livrets, même si les taux augmentent, on sait que le livret A, là, au 1er février, demain, il va être à 3%, mais ça ne suffit pas à compenser l'érosion monétaire. Donc, il perd du pouvoir d'achat. Donc, Tom, il faut qu'il fasse des choses. Mais Tom, il doit faire un truc déjà important pour lui. Le plus important, c'est de définir son horizon de gestion, son appétence au risque, comme on dit, c'est-à-dire quel risque il est capable de pouvoir supporter. Est-ce qu'il est capable de supporter à moins 10, à moins 15? Attention. Mais comment il fait pour savoir ça, Tom? Alors, il y a des questionnaires. On va lui faire passer des questionnaires, on va le sonder, on va essayer de définir avec lui. Il va apprendre à mieux se connaître. Connais-toi toi-même, Sénèque nous disait. On va apprendre ensemble à mieux se connaître. Et puis là, il va se dire, si j'ai mis autant d'argent de côté, je vais certainement pas avoir besoin tout de suite de tout. Donc, quel horizon de gestion il donne à ses liquidités? Il se peut qu'il ait besoin de provisions, de mettre un peu d'argent de côté pour acheter une télévision ou une voiture, je ne sais. Donc là, on va prendre de risques, mais une quote-part de son épargne est destinée à un horizon de gestion qui est plus long. Donc, temporairement, pour peu qu'il soit bien conseillé, il peut très bien supporter une baisse tant que cette baisse-là donne la faculté d'avoir un gisant de gains demain, donc des plus-values qui pourraient venir après. Donc on va définir son risque, on va définir l'horizon de gestion, les poches d'investissement, une poche court terme, une poche moyen terme, une poche long terme, et puis l'orthodoxie financière veut que plus on a un horizon de gestion qui est long, plus on peut prendre de risque, et on va définir avec lui le risque, il va venir nous voir, on va le conseiller, et on va pouvoir aller vers des véhicules d'investissement qui sont fiscalement intéressants. On sait que depuis la flat tax, tout est à 30%. Donc un compte titre, peut-être un peu d'assurance vie pour demain, pour préparer, parce que l'assurance vie a un gros avantage, c'est que la rotation du portefeuille, c'est-à-dire les arbitrages internes. Je vends un fonds sur lequel j'ai gagné 10% pour sécuriser mon épargne parce que j'ai peur des marchés, par exemple, et je vais me mettre sur fonds garanti, il n'y a pas d'impôt. Donc l'assurance vie, alors on peut ouvrir un contrat d'assurance vie sur un horizon un peu long terme. S'il aime bien les actions, pourquoi pas un PEA? C'est tout ça, on va en venir au détail, mais ça dépend aussi de l'objectif qu'il a en tête. Bien sûr. Donc définissons ensemble les horizons de gestion. Et je me doute que c'est 32 000 euros, c'est ça ce qu'il a, ou 28 000? 28 000, 32 ans, il disait qu'il avait 28 000 euros. 28 000 euros, il y a une quote-part qu'on va mettre en épargne de précaution en fonction de... Combien par exemple? Tout dépend de lui. Donc peut-être 3, 4, 5 000 euros. Donc, et puis ce dont il n'a pas besoin, mais c'est lui qui va nous le dire, j'imagine qu'il ne va pas dépenser, cramer les 28 000 euros tout de suite. Donc, et ces 28 000 euros, on peut en prendre une quote-part, par exemple 10 000, 15 000, qu'on va investir sur un horizon un peu plus long, sur lequel on va prendre un peu plus de risques et sur lequel on va mesurer ce risque avec lui. Et puis, on va lui expliquer qu'à l'instant T, il peut avoir une perte. Prenons l'exemple des marchés financiers. Si on trouve un portefeuille d'actions intéressant, une SICAV d'actions internationales, par exemple, attention, ça peut bouger. Donc, on a vu que l'année dernière, c'était un peu compliqué, que ça reprend depuis le début de l'année. À nous de lui expliquer, de dire, voilà, sur 3-4 ans, tu dois avoir la faculté de pouvoir te constituer un gain supérieur à ce que tu as sur ton livret. Voilà ce qu'on va lui raconter. Ça, c'est un objectif de long terme ou ça peut vraiment... Ou alors l'idée, c'est plutôt d'investir sur 10 ans, 20 ans, puisqu'il peut se le permettre. Un horizon 4-5 ans, on peut investir sur des actions. On peut aussi investir sur les obligations. Et là, du coup, l'année dernière, les obligations, on savait, depuis la baisse des taux, alors on savait qu'on a injecté, les banques centrales ont injecté plein de cash depuis 2008, 2011. Les taux étaient à zéro. Les taux aujourd'hui, c'est 2,5-3% sur des emprunts d'État. Sur des obligations d'entreprise, on peut trouver du 6, 7, 8%. À un horizon de 3-4 ans, on peut acheter
une SICAV obligataire, corporate, hein, buy and hold, c'est-à-dire une SICAV qui détient des obligations qu'on va conserver pendant 3-4 ans, l'horizon de gestion, on est de rentabilité de 7 à 8%, et puis à l'échéance, on va restituer le capital et on aura ce rendement qui sera largement supérieur à ce qu'il pourrait obtenir. Mais temporairement, hein, une semaine, un mois, en fonction des taux, bah, on peut perdre un peu. Mmh. Donc on construit un portefeuille comme ça. Et puis après, on trouve le véhicule d'investissement, l'assurance vie. On en parlait. Il est jeune, mais on peut déjà penser. C'est un véhicule universel. Hein. Je rappelle que C'est Tom sera pas le flexible, seul. Il y a 18 millions de Français qui ont de l'assurance vie. C'est pas pour rien. C'est que c'est vraiment un véhicule universel. Quand on est en phase de construction, on de peut tout mettre. On peut tout mettre. L'argent n'est pas bloqué. Hein, je redis à Tom comme à tout le monde, l'argent n'est pas bloqué. Oui, c'est juste la fiscalité qui peut être plus intéressante au bout de 8 ans, mais il n'y a rien qui est bloqué. Exactement, rien n'est bloqué. 100% de l'épargne est disponible. Donc, et au bout de 8 ans, on a même une petite carotte fiscale. Je rappelle que les 8 premières années, on a mis 100 dans le contrat. Supposons qu'il vaille 110 au bout d'un an et demi. Si on retire 55, la moitié, il n'y a que 5 d'impôts. Il y a une formule de calcul qui est sympa. Et là, on a 30%, la flat tax. Donc, Macron a remis, le président Macron a remis la fiscalité à l'endroit. C'est-à-dire que ce n'est pas la fiscalité qui va présider aux investissements. Donc, on peut mettre de l'assurance vie, on peut peut-être ouvrir, je disais aussi, un PEA. Un PEA, et puis, oui. On peut lisser les investissements dans le temps. Hein, on n'est pas obligé de tout mettre. On peut mettre, par exemple, 5 000 euros dans un PEA, horizon là un peu plus long, peut-être 5-8 ans. Il met 5 000 euros. Et on prend combien de lignes sur le PEA? On lisse la prise de risque? Non, mais où on aime boursicoter. Mais c'est un vrai métier. Ah, ça, il faut avoir du temps aussi. Il faut avoir du temps. Donc, il ne faut pas avoir le cœur bien accroché parfois, surtout l'année dernière. Donc, où on fait confiance à des professionnels. Et on peut dire, je vais investir 5 000 euros en lissant mes 5 000 euros, par exemple, 500 euros tous les 2 mois. Sur un horizon, si je ne me trompe pas, ça fait 20 mois, donc un an et demi, un peu plus d'un an et demi. Et comme ça, on lisse le prix d'achat sur une SICAV d'actions européennes très large, hein, donc, et qui nous permettent de sélectionner un bon gérant. Quelqu'un qui a fait ses preuves, on a tout un tas d'outils qui permettent de noter les gérants, c'est le travail de professionnel, il peut se faire accompagner, il est le bienvenu. Alors justement, qu'est-ce qu'on fait effectivement? Est-ce qu'on met ces 5 000 euros et on passe par une société de gestion agréée par l'AMF? Comment on fait? Est-ce qu'on passe par sa banque? Comment on peut voir des gestionnaires de patrimoine, vous savez que je suis gestionnaire de patrimoine indépendant, comme on est, c'est-à-dire que j'ai ma propre entité. On peut aller potentiellement plein de produits à proposer. L'univers de la gestion est si vaste qu'on est là, on est un filtre, hein, donc entre Tom et puis cet univers-là, où il peut aller voir sa banque et puis lui demander ce que la banque lui proposerait comme SICAV d'actions européennes dans un PEA où il va investir en lycée. Hein, lissons le prix d'achat. Donc comme ça, on n'investit pas au plus haut, pas au plus bas, mais on a un prix moyen qui permet de juguler les fortes hausses ou les fortes baisses. Il peut demander donc à sa banque, ou il peut voir aussi un conseiller en gestion de patrimoine. Oui, parce que quand on se dit que bon, alors il a 28 000 euros, il disait que on met 3-4 000 euros de côté histoire de pouvoir payer et parer à des impondérables. Donc du coup, bon, il reste quand même les 23 000 euros de côté. On peut aller voir, avec ces montants-là, on peut aller voir un gestionnaire de patrimoine. On n'est pas obligé d'avoir 1 million d'euros. On n'est pas du tout obligé. Je rappelle que pour les gestionnaires de patrimoine indépendants, la moyenne, le stock moyen confié de patrimoine à des gestionnaires de patrimoine indépendants, c'est 150 000 euros. Alors certes, c'est plus que notre ami, mais notre ami est très jeune. Oui, il est très jeune. Il y a un début à donc on a accès à 28 000 euros, à des conseillers qualifiés qui vont lui délivrer le meilleur conseil en fonction de ses besoins. Donc, on met un petit peu 5 000 euros, par exemple, dans le PEA, on garde 3-4 000 euros de côté, on met pas mal de choses dans une assurance vie. Est-ce qu'il y a un autre conseil C'est trop peu d'argent, si je puis dire, pour pouvoir amorcer la construction d'un patrimoine immobilier. Mais néanmoins, l'argent qui sera mis de côté, donc cet horizon, l'assurance vie par exemple sur 3-4 ans, ça peut constituer le socle, je ne sais pas s'il est propriétaire de sa résidence principale, mais ça peut constituer le socle de l'apport pour demain acheter un actif immobilier, qui sera peut-être sa résidence principale. Pour le coup, on sait que c'est tangible et résilient. Et puis surtout, il y a un super avantage pour acheter sa résidence principale, c'est qu'on a l'assurance décès. Donc si nous arrive un pépin, c'est l'assurance qui paye. Donc évidemment, la dette qui reste normalement entre les mains de la famille qui héritera. S'il est marié, ça protégera son conjoint, ça pourra protéger ses enfants. Donc on ne se rend pas compte, mais c'est une assurance décès qui n'est pas chère par rapport à ce qu'on irait chercher si on allait chercher une assurance temporaire d'essai. Si Tom voulait se dire, OK,
combien ça me coûte pour assurer 10 000 euros de capitaux d'essai? Eh bien, si ce n'est pas adossé à un actif immobilier, ça coûtera toujours plus cher que si c'est adossé à un actif immobilier. Et alors, avant de passer voilà, à la tranche d'âge supérieure, je vais me faire un petit peu l'avocate du diable. Tom, il a quand même... Je ne suis pas le diable. Hein. Non, pas du tout, pas du tout. Il a la vingtaine, il vit avec son temps. Qu'est-ce qu'on en pense des cryptos? Pourquoi aussi il peut prendre un petit peu de risque? Alors, crypto actif, pas crypto-monnaie, parce que je vous déconseille. Je ne veux pas te hérisser, hein, mais voilà. Crypto actif. Crypto voilà, actif, exactement. je défie à quiconque d'aller acheter une baguette de pain avec une quote-part de Bitcoin. Moi, je voulais acheter mon appartement en crypto. Je ne sais pas si le notaire qui réalisera la vente sera d'accord pour payer. Je rappelle que la monnaie légale en France, c'est l'euro. Bon, donc non, mais de plaisanterie sur les cryptos. C'est un actif. Quelques rappels de base. Voilà, quelques rappels de base. C'est un actif qui est non régulé. Donc, et on sait qu'il y a eu des scandales qui ont fait que les épargnants ont tout perdu. C'est une forte volatilité, c'est-à-dire une forte amplitude. C'est-à-dire que ça a baissé l'année dernière 70-80%, la moyenne des cryptos. Donc c'est quand même assez important. Et puis c'est un actif, au moment donné où et Tom est jeune, il faut donner du sens à son argent. Ça sert à quoi d'acheter des cryptos? Ça oui, surtout que les jeunes veulent donner du sens, ils veulent comprendre ce qu'ils font. Eh bien, aujourd'hui, l'impact, la notation de tous les investissements financiers qui ont un impact social, sociétal, dans l'écologie, dans l'économie, est important. La crypto, ça ne sert à rien là-dedans. Donc moi, je préférerais que notre ami aille investir dans des vrais PME qui créent de l'emploi, aille aider des entreprises en achetant leurs obligations. Donc, par exemple, c'est dans quoi on investit. On sait dans quoi on investit. Même l'argent qui est sur le livret A est recyclé dans l'économie, puisque ça permet, bien sûr, d'être utilisé par Caisse des dépôts pour le financement d'actifs immobiliers, et notamment pour ceux qui sont les moins aisés. Donc, ça a du sens. Il faut donner du sens. Et les crypto-actifs, si je devais rester uniquement sur le premier élément, le plus important, ça n'a pas de sens dans un moment donné où le monde a besoin d'avoir du sens. Merci Benoît. Bon, on va vite passer à Olivier. Olivier, il vient juste d'avoir 40 ans. Il nous dit qu'il est propriétaire d'un bien à Lyon. Il a 2 enfants et il a donc 50 000 euros à placer. Et il se demande ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il doit jouer la carte de la sécurité en vue des futures études de ses enfants, ou alors est-ce qu'il peut un petit peu booster un peu ses placements en optant pour des supports un petit peu plus dynamiques ou des stratégies plus dynamiques? Alors on a le stock, on n'a pas les revenus d'Olivier non plus là. Mais supposons qu'il y ait des revenus suffisants, parce que s'il est propriétaire, son immobilier, Olivier, c'est à Lyon, oui. Ouais, c'est sa résidence principale, je présume. Oui. Je présume qu'il n'y a plus de dette. En tout cas, il ne nous l'a pas dit. Voilà. Donc, supposons qu'il n'y en ait plus et qu'il y a 50 000 euros, c'est quand même une somme relativement conséquente. Il est déjà doté en actifs immobiliers, donc on peut diversifier. Et à 40 ans, on est en étape en pleine et entière de la construction d'un patrimoine. On consolidera plus tard, mais là, on est vraiment en construction. Là, on rembourse son prêt. On a des revenus qui sont plus conséquents qu'à 30 ans. Théoriquement, on est en pleine force de l'âge, donc c'est le moment où il faut y aller, si je puis dire. Donc les 50 000 euros, là encore, toujours dans le cadre de l'horizon de gestion, garder une épargne de précaution. Je présume que les 50 000 euros, c'est un montant dont il n'a pas besoin à court terme. Et bien là, on peut encore utiliser le véhicule universel, qui est l'assurance vie. On peut investir dans un PEA. On revient toujours à l'assurance vie. Et oui, mais c'est vraiment, c'est la boîte à outils de la gestion privée. Est-ce qu'on peut en ouvrir plusieurs? On peut ouvrir autant de contrats qu'on veut. On peut avoir 4 contrats. On peut ouvrir autant de contrats qu'on veut. On peut mettre à l'intérieur de fonds garantis. On peut mettre à l'intérieur des actifs, des actions, des obligations. On peut mettre du private equity aujourd'hui, c'est-à-dire des sociétés non cotées. Je rappelle que la loi Pacte en 2019 a donné cette faculté-là. Utilisons-la sur un horizon de 5, 6, 7 ans. Ça peut avoir du sens. Et là, ça draine vraiment l'épargne, son épargne vers l'économie réelle avec des rendements qui sont plus intéressants. Comme pour Tom, si je puis dire, on peut supporter des hausses, des baisses, mais sur un horizon de gestion de 5, 6, 7 ans, ça peut avoir du sens, un peu de private equity, pas beaucoup, 4-5 000 euros, mais c'est déjà un montant conséquent. Et puis, en fonction de son appétence au risque, parce qu'il peut avoir... Oui, parce que là, pareil, c'est toujours défini en fonction du profil de l'investisseur. Il peut avoir un horizon de gestion long, mais s'il ne supporte pas à moins 15 ou à moins 20, à un moment donné, qu'on peut avoir sur les marchés, là, du coup, son cœur va faillir. Et il ne s'agit pas que de mettre à mal la santé de notre ami. Donc, un peu de private equity dans l'assurance vie, un peu d'action, là encore, donc de l'obligation, on construit un portefeuille, le PEA, là encore, PEA ou PEA, PME, pour donner l'épargne, là encore, dans les sociétés cotées ou non cotées aussi, parce qu'on peut mettre dans le PEA des sociétés non cotées. Donc, dans l'économie réelle, lissons le prix d'achat, toujours pareil, donc on peut y aller par fraction entre 12-18, sur 12-18 mois, 20 mois, et puis aussi peut-être commencer à regarder la retraite.
Mhm. Hein, Ouais, on, c'est ça la on différence. est, on est le 31 janvier aujourd'hui, il y a des manifestations contre la réforme des retraites. On sait en tout état de cause qu'il y aura un problème de financement de nos retraites. Là, on a créé, hein, donc en 2019, la loi Pacte, hein, le plan d'épargne retraite, qui permet de défiscaliser, puisque s'il a cet argent, Olivier, c'est qu'il l'a gagné. Donc, ou il a hérité, mais s'il a gagné, il a supporté l'impôt. Si on investit dans un plan pour sa retraite, hein, on peut l'ouvrir et puis mettre 100 euros, 200 euros par mois. Hein, donc, ce qui est des sommes relativement modiques, et en licence, ça permet de défiscaliser. Supposons qu'ils mettent 200 euros par mois sur un véhicule comme ça. Au bout d'un an, ça fait 2400 euros. Et ces 2400 euros, eh ben, ils vont être déduits de sa masse d'impôt. Donc, ça réduit son assiette d'impôt. Et donc, supposons qu'il ait une tranche d'impôt à 30%, eh bien, 2400 euros, ça fait, si je ne m'abuse, de 750 euros, un peu moins de 750 euros d'économie d'impôt. Et puis, il a une cagnotte qui sera disponible pour demain. Donc, et demain, c'est quoi? C'est sa retraite. Mais s'il a un pépin de vie, hein, je rappelle, ça c'est très important. Donc le PER permet de débloquer l'épargne si son conjoint décède, malheureusement, s'il y a une situation de handicap, s'il n'a pas sa résidence principale et qu'il est obligé d'acheter une résidence principale, une nouvelle résidence principale, il peut débloquer l'argent dans le plan d'épargne retraite. Donc il y a des facultés de sortie anticipée. Et puis il y a une faculté de sortie à la retraite en capital où on rentre à son choix. Donc on peut déjà commencer à penser sur un horizon très long. Donc d'investir des sommes relativement modiques par rapport à la situation d'Olivier qui vont lui permettre de se constituer un patrimoine dans un cadre fiscal sympathique. Et on va passer à la question d'Evelyne. Evelyne qui a 55 ans. Elle nous dit qu'elle est mariée. Elle a 3 grands-enfants qui sont donc à la fac pour certains. Mais alors, elle s'inquiète. Ouais, voilà, on y est. Hein, pour sa retraite, elle ne sait pas trop où elle peut placer ses économies, sachant qu'elle a 32 000 euros de côté. Et elle se demande si elle doit les garder de côté pour aider éventuellement ses enfants ou les placer sur des supports pour stabiliser un petit peu sa situation quand elle sera à la retraite. Bien sûr. Donc, j'imagine que ces 32 000 euros, rentre dans le cadre d'épargne dont elle n'a pas besoin tout de suite. Non. Donc, et elle pense à sa retraite. Exactement. Là, du coup, à 55 ans, on est dans la phase de consolidation avancée de son patrimoine. Et vous savez, c'est le patrimoine, c'est une courbe de Gauss, hein, c'est une montagne. Alors, on est jeune, on construit un patrimoine, hein, 30 ans, hein, notre ami Tom, et puis on a 40 ans, là, on est un peu en phase ascensionnelle, et puis à 50-55 ans, on est en haut. Hein. Et puis après, on va avoir une époque où on va puiser un peu dans sa cagnotte. Et ben, il faut mettre des noisettes de côté. Et le plan d'épargne retraite est le formidable instrument qu'on a 55 ans pour pouvoir se constituer un capital défiscalisé, hein, je le visais pour Olivier. Mais est-ce qu'il n'est pas un peu tard à 55 ans? Non, il est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et puis, à 55 ans, je ne sais si elle aura 9 ans ou 7 ans encore, et puis ça dépend des trimestres aussi, avant qu'elle ne prenne sa retraite. Mais on peut doter, et je présume qu'elle n'a pas fait de plan d'épargne retraite, parce qu'on ne lui poserait pas la question. Donc, elle a un disponible fiscal important, donc on peut juguler le montant de l'impôt au moment où on investit, et puis se constituer, là encore, une enveloppe sympathique. Mais pas tout mettre. Hein. On peut mettre 10 000 euros. Et puis se forcer. On peut mettre jusqu'à combien d'ailleurs? Il n'y a pas de plafond. Il n'y a pas de plafond. Donc c'est un montant minimal pour l'enveloppe qui doit être entre 1 000 et 5 000 euros. Ça dépend des véhicules qui sont, et des assureurs, hein, puisque c'est essentiellement des véhicules assurantiels, donc des assureurs, entre 1 000 et 5 000 euros. Et puis on peut surtout lisser les investissements et faire des investissements mensuels, réguliers, sur son plan d'épargne retraite. Donc ça peut être 10 000 euros, mettons. Hein. Donc pour la retraite, comme ça, on l'a un peu bloqué. Et puis, psychologiquement, parmi toute la kyrielle de solutions qui existent, l'avantage du plan d'épargne retraite, c'est qu'on sait qu'a priori, on ne va pas y toucher. Avant 65 ans, avant 64 ans, 62 ans, je ne sais. Ça dépend de chaque situation. Et donc là, on n'est pas tenté. La tentation, c'est un danger. Hein. Donc, et si on est tenté... Parce que sur l'assurance vie, on peut le récupérer quand même. On peut récupérer quand bon. Et puis, on peut aussi, là encore, utiliser un véhicule assurantiel d'assurance vie. Hein. Je rappelle que l'assurance vie permet de gérer son épargne. Mais en cas de décès, et elle a 3 enfants, elle tracassée pour eux, eh bien, ça permet de transmettre un capital hors droit de succession, hein, puisque il y a 152 500 euros, jusqu'à 152 500 euros d'exonération par enfant, par bénéficiaire, supposons qu'elle mette ses enfants bénéficiaires, 450 000 euros, ça monte en conséquent, 50 000 euros, là, on voit. Et le plan d'épargne retraite également. Donc, à la fois, on défiscalise l'impôt sur le revenu, plan d'épargne retraite, on a une enveloppe disponible, l'assurance vie, le tout étant exonéré de droit de succession. En cas de pépin, ça permet quand même de protéger notre ami. Et puis, elle a l'immobilier, pourquoi pas investir dans des CPI aussi, qui vont permettre d'avoir un revenu. Hein, donc régulier. 4-5 là ces derniers temps, en moyenne. Exactement, on est à 4-5%, c'est de l'actif réel, il y a des CPI extrêmement bien gérés. C'est résilient. C'est
la disponibilité, la liquidité, elle n'est pas moins assurée que l'assurance vie dont on parlait. Mais néanmoins, on peut mettre de la SCPI aussi dans l'assurance vie. Mais ça permet d'avoir un actif immobilier réel avec des revenus réguliers. Donc PER, assurance vie, et puis un peu de SCPI qui permet d'investir dans la pierre papier, dans des actifs réels, qui ont des revenus réguliers et qui rassurent aussi, bien évidemment, les Français. Le PER, l'assurance vie, voilà, les enveloppes clés pour voilà, stabiliser votre épargne et puis vous permettre d'en profiter une fois à la retraite. Merci à tous de nous avoir suivis dans ce live consacré à vos placements. N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse bfmpatrimoine@bfmbusiness.fr. Voilà, on vous répondra et on organisera de nouveaux lives pour répondre à toutes vos questions. Merci Benoît, à très bientôt. À bientôt.